Né à Val-d'Or d'un père québécois et d'une mère abénaquise, Alexis Wawan-Olowat s'implique d'abord auprès des jeunes autochtones. En 2007, il est candidat du Parti québécois dans Abitibi-Est et il remporte la victoire face à un ministre libéral. Âgé de 24 ans, il devient alors porte-parole en matière de jeunesse. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Wawan-Olowat. Oui. Bienvenue à Mémoire des députés. Oléonie, ça veut dire merci en abénaquis. Ah, c'est bien. Vous êtes né à Val-d'Or. Oui. Votre père québécois. Oui. Votre mère abénaquise. Et Wendat. Et Wendat. Ouais. Expliquez-moi comment vous avez fini avec le nom de famille de votre mère. À ma naissance, ma mère voulait que j'aie mon propre nom. Il y avait beaucoup de Sioux, beaucoup de Larouche. Puis elle avait une volonté de faire revivre à quelque part le nom du côté de sa mère. Mon arrière-grand-mère, Antoinette, s'appelait Antoinette Wawan-Olette. Et les curés avaient transformé le nom en Olette et Wawan-Olette. Puis ma mère, en faisant ses recherches dans ses livres, tout ça, avait vu la forme la plus ancienne qui était Wawan-Olowat. Fait que là, l'infirmière est venue le voir à l'hôpital. Et l'infirmière demande à ma mère comment va s'appeler l'enfant. Alexis Wawan-Olowat. Ben, il a déjà Guy Edmond Gaston Alexis Wawan-Olowat. C'est ça, c'est qui est sur mon certificat de naissance. Donc, l'infirmière de répondre ça n'a pas de bon sens, vous ne pouvez pas faire ça à votre enfant. Comment il va se débrouiller à l'école, il va se faire écœurer, ça rentrera pas dans les cases de formulaire. En tout cas, ça a l'air, ma mère m'a dit que ça avait duré à peu près 10 minutes comme ça de sermonnage. Puis ma mère est une personne très, très douce, très, très calme. Puis je sais pas si je l'ai déjà entendu se fâcher une fois dans ma vie, tu sais, pour dire. Puis, après 10 minutes de sermonnage, l'infirmière lui redemande. Et puis, l'enfant va s'appeler Wawan-Olowat. Elle est quand même capable d'être têtue et d'arriver à son point. Tu sais, c'est pas à cause de sa douceur, il faut pas se méprendre sous sa douceur avec ma mère. Content? Oui, bien content. Des fois, ça peut être dur à porter un nom comme ça. On peut pas se cacher derrière... de toute manière, avec ma face, j'aurais de la misère à me cacher mon identité, mais... tu sais, toute la question des white privilege, des privilèges des Blancs, puis tout ça qu'on entend ces temps-ci, moi, toute ma vie a été marquée justement par des expériences où j'ai eu à faire face à du racisme. Des fois, j'aurais peut-être aimé pouvoir me cacher derrière un nom plus commun ou quelque chose, mais bon. Fait que c'est sûr que, à quelque part, qu'est-ce que le geste de ma mère a fait de moi peut-être plus un militant encore, m'a amené dans une voie où j'avais pas le choix d'assumer qui je suis, puis... Donc, oui, je suis content, très, très content. Je suis fier de ce nom-là. Mes filles, aujourd'hui, on est 4 à le porter, ce nom-là. Moi, mon frère, puis mes filles. C'est tout? Oui, parce que sinon, comme je vous disais, les missionnaires avaient transformé le nom en Olette. Ah. Fait que j'ai des relatifs, j'ai du monde de la famille qui ont c'est des Nolettes ou des Wawan-Olette. Ah, OK. Parlez-nous de votre enfance et surtout, décrivez-nous votre école primaire. Le Papillon d'Or, oui, c'est spécial. Papillon d'Or, j'étais allé à l'école primaire qui était une école alternative. Mon père étant les fondateurs de ça, l'idée derrière ça, c'était de faire en sorte qu'on ait une autre éducation où les enfants étaient plus impliqués justement dans leur agenda, dans qu'est-ce qu'ils voulaient faire, dans leurs projets. On avait des projets spéciaux, on avait des périodes de temps où on pouvait lire. Fait qu'on avait des espaces de liberté, on avait des espaces où on avait l'école avec des matières comme le français, les maths, l'anglais. Donc, on avait des espaces, des moments dédiés à ça. Puis le reste, on pouvait former notre horaire, aller jouer dehors avec des amis, des temps bricolage, des temps où on développait un projet.
Et l'implication des parents était demandée. Donc, c'était un peu la forme de paiement, si on va dire, de la part des parents. C'était de s'impliquer puis venir donner des cours dans leur domaine de spécialité à eux. Ce qui a fait que j'ai eu des cours de géographie super avancés avec un parent. J'ai eu des cours de sciences super avancés pour le primaire aussi avec un des parents d'enfants qui était médecin. Donc, ça nous donnait une perspective quand même plus élargie pour les enfants. Ça m'a permis de développer beaucoup ma culture générale puis ma curiosité, mais il faut dire aussi que je viens d'une famille où mon père, c'est surtout mon père qui nous a élevés, moi puis mon frère. Mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, puis c'est surtout mon père qui a pris la charge après ça de nous éduquer. Puis, mon père a développé beaucoup la curiosité de moi puis mon frère comme ça, en nous relançant tout le temps. Mon père aime beaucoup débattre ou s'ostiner, là, dépendamment de quelle angle on voit ça. Il paraît que j'ai ce défaut-là ou cette qualité-là encore là. Ça, on peut voir, on peut déterminer, on pourrait s'ostiner pour voir si c'est un défaut ou une qualité. Mais durant les soupers, mon père, tout le temps, il y avait tout le temps un dictionnaire proche. Oh. Puis, comme on argumentait, puis son mot de référence, c'était tout le temps, va voir dans le dictionnaire, qu'est-ce que la définition, qu'est-ce que le dictionnaire, qu'est-ce que l'encyclopédie a dit. Donc, cette curiosité-là, ben, nous a été transmise à moi puis mon frère. Mon frère a eu beaucoup de succès à l'école, moi, moins. Mais j'ai quand même réussi à me débrouiller dans la vie, là. Mais, c'est ça. Puis du côté de ma mère, ben, je pense que j'ai beaucoup acquis une vision spirituelle des choses, une vision... ma mère est une artiste, elle est très douce. C'est elle qui a fait ce collier. Donc, une vision de la vie, c'est ça. Une vision... ma spiritualité me vient pas mal de ma mère, je pourrais dire. Est-ce que c'était plus facile d'aller au secondaire après une école comme ça? Là? J'arrive au secondaire, je me retrouve dans une classe pour enfants avec besoins spéciaux à cause de mon français, mon français écrit, qui a tout le temps été un gros défi, puis même un complexe pour moi dans ma vie, là. Mais bon. Donc, c'est ça, le secondaire, les premières années, n'a pas été nécessairement une période facile. Surtout secondaire 1. Secondaire 2, j'ai transféré à une autre école. Les secondaires 1, on était dans une école de transition, nous envoyant en secondaire 2 à la plus grosse polyvalente par la suite. Puis là, bon, ben, on a commencé à mettre en place une équipe de génie en herbe. Fait que certaines années où ça pouvait être plus difficile... pour moi, parce que ça paraît peut-être pas, mais je suis quand même quelqu'un de timide à bien des égards. Puis, ben, qu'est-ce qui peut arriver à l'école, là, de la part des autres élèves. J'étais souvent le genre d'élève qui longeait les murs pour me rendre à la bibliothèque pour aller lire sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, Génie en herbe me donnait un espace où je me suis fait des amis. Puis moi puis mon frère, on était super bons. Donc, il y avait quelque chose de valorisant là-dedans aussi à être dans Génie en herbe. Vers secondaire 5, là, j'ai commencé à découvrir toutes sortes de choses, à avoir les cheveux bleus, à être un peu plus sur le party, puis tout ça. Donc, il y a eu différentes étapes, on pourrait dire, dans mon secondaire. Mais tout ça, en ayant de la difficulté à l'école, ce qui a fait que j'ai pas fini mon secondaire 5 avec tout le monde. J'étais allé à la graduation, puis tout ça. Mais pour l'anecdote, j'ai fini mon secondaire 5 2 semaines après avoir été admis en droit. Ah oui? Fait que le temps que j'étais député, tout ça, j'avais pas mon secondaire 5. Je m'étais dit à l'époque, j'étais tellement fâché de la situation, comme que je m'étais dit, je vais réussir dans la vie sans ce maudit papier-là. Là, Paraît-il que oui. Ouais. Mais là, après le secondaire, vous avez obtenu une attestation d'études collégiales au Cégep d'Abitibi-Témiscamingue en service à l'enfance autochtone. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un nouveau programme ou... C'est un programme qui a été développé à cause qu'on a ouvert des CPE dans des communautés autochtones. Donc, il fallait de la main-d'œuvre.
Dans le fond, c'est l'AEC qui est donné à tout le monde, mais qu'on a adapté avec une réalité autochtone. Puis suite à mon secondaire, j'ai eu quelques emplois qui ont été quand même bien formateurs. Tu sais, je sais c'est quoi gagner durement son pain puis son salaire à 9-10 piastres de l'heure. Je l'ai vécu. J'ai vécu après ça de la pauvreté, de la faim dans mon voyage en Europe où j'ai pu expérimenter beaucoup de choses. C'est ça, en ayant des très très bons salaires, en faisant 3000 € en un mois, donc un bon salaire, puis en ayant quand même des bons revenus, ou à un autre extrême, ou pas manger pendant 2-3 jours. Fait que mon voyage en Europe m'a beaucoup appris sur moi-même, puis sur certaines épreuves qu'on peut vivre dans la vie. Vous avez parlé de cette année en Europe, là. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous parlez d'avoir été bien nanti, puis pas nanti du tout, là. Oui, bien, c'est de la connaissance sur soi-même aussi. C'est qu'il y a quelque chose d'initiatique dans des voyages comme ça, de partir seul avec son pack-sac. La première journée où je suis parti de l'avion, c'était comme la première journée où je prenais mon envol loin du nid familial, que ce soit de ma mère ou mon père. Puis j'étais tellement stressé que j'avais des spasmes dans le dos qui m'ont duré tout le long du vol. Les pauvres dames à côté de moi, je suais, puis en tout cas, j'étais super stressé. Donc, ça m'a permis de me découvrir un peu dans des moments, c'est ça, comme je disais, un peu plus tôt, de survie, où il faut trouver du travail pour manger, il faut trouver... Je me suis mis des fois à faire des capteurs de rêve, à faire du troc contre de la nourriture, du troc contre d'autres choses. J'ai pu mieux me connaître, c'est ça, puis voir à quelque part de mes forces, de mes faiblesses. Puis après ça, j'ai aussi travaillé comme indien de service des fois. Il fallait que je vive dans des différents marchés de Noël ou des foires touristiques ou des choses comme ça. Donc, à Rouen, j'ai été engagé par la Commission canadienne du tourisme à Paris où je faisais la promotion du Canada d'un point de vue touristique. Par la suite, quand je suis revenu, bon, ben, c'est ça, j'ai tout le temps eu un talent avec les enfants, puis de faire le cours d'éducateur à petite enfance m'a fait en sorte que je suis revenu à Val-d'Or aussi. Et c'était par la suite qu'un peu comme ma vie a déboulé. Là, j'ai commencé à m'impliquer partout. Puis, tu as commencé à militer, là? Ouais. J'ai commencé à militer dans les centres d'amitié autochtones, dans les organisations des centres d'amitié autochtones, dans le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, à l'association étudiante du Cégep aussi. Donc, à cette époque-là, j'avais 7 ou 8 conseils d'administration où je siégeais en même temps. 2004-2007, vous étiez vice-président du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone. À Val-d'Or. J'étais président des jeunes autochtones en milieu urbain du Canada. Je représentais les jeunes autochtones en milieu urbain du Québec. Je représentais aussi les jeunes des Premières Nations. Plus mes autres implications. C'était à cette époque-là aussi que j'ai participé au Forum socio-économique des Premières Nations, où je représentais les jeunes autochtones, les jeunes des Premières Nations du Québec. Avais-tu les défis là-dedans étaient quoi? De se faire comprendre? De se faire comprendre, comme pour le poste de président des jeunes autochtones dans le milieu urbain du Canada. Nous, au Québec, comme c'était une structure très anglophone, on envoyait tout le temps quelqu'un de bilingue. Puis, cette élection-là, moi, j'avais fait ça pour me faire élire, j'avais utilisé cette technique-là pour me faire élire à l'association du Cégep, soit de me présenter comme vice-président, puis me présenter à tous les postes, juste pour avoir le plus de temps de discours, pour que le monde puisse un peu se faire à mon idée, puis tout ça. Fait que là, je m'étais dit, bon, ben, je vais faire la même chose, parce que je pensais pas qu'un francophone pouvait être élu à la présidence canadienne des jeunes autochtones en milieu urbain. Fait que je m'étais dit, je vais me présenter là comme président, puis je me représenterai comme vice-président, puis tout ça pour espérer me faire élire comme secrétaire peut-être, ou trésorier. Finalement, je suis rentré président tout de suite, donc... Est-ce que c'était des bonnes expériences, tout ça? Oui, ça, c'était des bonnes expériences. Je me suis fait des amis partout dans le Canada.
J'ai appris l'anglais dans ces expériences-là aussi. Il n'est pas parfait mon anglais, mais aujourd'hui, je suis capable de me débrouiller assez que je vais à l'école en ce moment en anglais là, pendant cet été. Là, donc, puis, bon, ben, c'est ça m'a permis. C'est une autre formation. C'est un peu ma formation en sciences politiques, on pourrait dire, mais appliquée. Bon. C'est toujours mieux appliqué, en fait. Ouais, ben là, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a dans la vie. J'avais pas les notes pour aller à l'université à l'époque. Entre 2005 et 2007, vous étiez membre de l'exécutif du Bloc québécois dans le comté fédéral d'Abitibi-Bay-James, Nunavik-EU. Bravo. Comment êtes-vous venu à la politique? Est-ce que c'est naturel après de partir du militantisme d'aller à la politique? Bien, j'imagine que dans une certaine mesure, ça peut venir du milieu où on vient. Ma mère est très militante dans son sens par son art. Mon père a même été, à l'époque, candidat du RIN. Ça remonte aux années 60. Donc, c'était quelque chose qui était très présent dans ma famille. Ma tante Élisabeth a été ministre des Affaires autochtones. C'est moi qui l'avais poussée à se présenter à l'époque quand j'avais décidé de ne pas me présenter. Ma tante Monique Sioui est une militante qui est une des fondatrices de Femmes autochtones qui a reçu le droit le prix Droit et Liberté de l'Assemblée nationale pour tout son militantisme qu'elle a fait pour les enfants autochtones, les enfants de Kitsakik, les femmes de Kitsakik en particulier. Donc, je pense que je baigne à quelque part là-dedans depuis que je suis assez jeune. J'ai vu le mari à ma tante, mon oncle Richard Kistabiche, être chef, puis militer aussi. Donc, je pense, est-ce que c'est quelque chose de naturel? Je ne sais pas trop. Je sais que quand j'étais adolescent, je m'étais dit, ah oui, j'aimerais ça devenir député, à une certaine époque. J'aimerais ça faire de la politique active. Mais bon, mon conseiller en orientation, c'est ça, je me disais, je voulais faire ça. Mais comme j'avais pas les notes comme pour le parcours habituel, aller faire son droit ou aller faire... ben c'est là, à l'époque, que mon conseiller m'a dit, il y a plus qu'un chemin pour faire de la politique. Tu peux t'impliquer bénévolement, puis tout ça. Mais... Tout ça pour revenir à votre question, là, excusez la parenthèse. Non, mais comme indépendantiste, là. Comme indépendantiste. Autochtone, indépendantiste, oui, d'habitude, c'est contradictoire. Là. C'est contradictoire, mais encore là, j'étais adolescent, puis j'ai commencé à sentir cette contradiction-là. Avec mes amis, de me sentir fier d'être québécois, puis d'avoir ces racines-là. J'ai beaucoup écouté Manifestif de Loco-Locas à cette époque-là, qui m'a permis de voir quelque part que les deux combats pouvaient être concordants, finalement, n'étaient pas opposés dans sa face même, comme on essaie peut-être de nous le faire croire. Donc, c'est comme ça que je suis devenu indépendantiste. Puis pour revenir à votre question, pour finir la parenthèse, le Bloc québécois, comment j'ai fini par m'impliquer au Bloc québécois? Il y avait un bar un peu culturel à Val-d'Or qui s'appelait le Rafio, où il y avait, c'est ça, des gens comme... qui aimaient de la bonne bière, qui aimaient prendre du bon temps, qui aimaient aussi des spectacles un peu plus alternatifs, des choses comme ça. C'était souvent là que ça se passait. Puis, il y avait un des échevins de Val-d'Or qui était, je me souviens plus, c'était le plus jeune échevin au Québec, mais en tout cas, vraiment, il était Francis Murphy, il était échevin, bien impliqué dans la communauté, puis tout ça. Il était impliqué justement avec le Bloc, puis je pense le PQ, mais juste avec le Bloc. Puis, en jasant de même, c'est ça, j'ai dit, oui, je suis souverainiste, c'est comme si de rien n'était, c'était naturel pour moi. Puis, lui, tu devrais t'impliquer. Hein? Puis là, il est allé en parler à Yvon Lévesque, qui était le député du Bloc en campagne électorale. Puis, ils ont fait, ils m'ont convoqué à une réunion, le président de l'exécutif puis de l'Assemblée, pour me convaincre d'être... fier de mes opinions, puis des assumer, puis tout ça. Puis j'ai fini par dire oui, embarquer avec eux autres. J'ai fait la campagne. J'ai fait même une apparition à TV, puis tout ça pour Yvon. C'était l'année où il y avait une campagne dans le temps des fêtes. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré le président du PQ qui s'impliquait aussi dans la campagne du Bloc.
J'ai fini par... le président du PQ m'a invité. Puis là, mon idée de, quand j'étais jeune, de peut-être devenir député m'était popée dans la tête. Quand j'étais allé voir Alain Lapointe, qui était le président du Parti québécois, qui habite maintenant ici à Québec, et il m'a dit je me tasse pour toi, parce qu'on a besoin de jeunes. On a besoin de quelqu'un comme toi, on a besoin de relève, puis tout ça. Fait que je te laisse ma place de président. Puis j'ai dit OK. Mais vous faites des fois une comparaison entre l'histoire des Autochtones au Canada et l'histoire des Québécois aussi. Est-ce que ça explique un peu votre... Ben, ça explique un peu du fait que cette journée-là, je suis devenu péquiste, puis je suis devenu président en disant à Alain que j'allais devenir, que je me présentais pour l'Assemblée d'investiture, puis essayer de devenir député. Par rapport à ce que vous venez de dire, oui, le nationalisme, des fois, je me pose des questions avec... dernièrement, là, c'est sûr que ça me remet beaucoup de choses en question par rapport à tout ce qui se passe avec Slav Canada, puis tout ce qu'il y a eu, le backlash de la Charte des valeurs, puis tout ça. Ça remet beaucoup en question de mes visions, mais bon, à la base, moi, qu'est-ce que je vois du mouvement souverainiste québécois puis du nationalisme des Premières Nations? C'est un nationalisme où on a une volonté de voir sa nation survivre, plus que dans une volonté de dominance, comme sur quoi le Canada était fondé là, avec McDonald. C'était un orangiste avec une volonté de dominance anglo-saxonne. White, suprémaciste en plus. C'était quelqu'un, McDonald, qui... le fondement du Canada, c'est quelqu'un qui aimait pas les Autochtones, qui aimait pas les Noirs, puis tout ça, donc il avait cette volonté-là. Puis, c'est sûr que dernièrement, est-ce que, je me pose la question, est-ce que dans le fond, le mouvement nationaliste québécois, est-ce que c'est juste un autre mouvement nationaliste d'une volonté de faire une nation blanche? Comme à 24 ans, en 2007, vous êtes devenu le candidat du Parti québécois dans Abitibi-Est. Ouais. Là, c'est la continuité de ce que vous m'avez parlé avant avec le Bloc, puis avec le PQ et ça. Alors, est-ce que c'était comme normal que ce soit vous, le candidat, ou est-ce que... c'était pas la volonté du parti, en tout cas. Oh non? Non, c'était pas la volonté du parti. Le parti voulait que ce soit l'ancien maire de Sainte-Terre. Oh, je pense qu'il est toujours maire à Sainte-Terre. Qui avait une bonne réputation, qui était le président de la conférence régionale des élus, bien connu, bien établi. Il nous avait convoqué un moment donné dans son bureau de la conférence régionale des élus, moi puis d'autres membres de l'exécutif, pour nous dire oui, je serais prêt à être candidat, mais si j'ai personne qui va se présenter contre moi. Dans le fond, le message était pour moi parce que c'était moi qui je vendais des cartes depuis 6 mois puis tout ça. Je vendais des cartes de membres pour mon assemblée d'investiture. Puis moi, je voyais pas de problème à ce qui se présente. J'essaie d'être fair play dans mon approche politique. Puis tout ça, ça m'a peut-être même déjà... j'ai peut-être déjà été trop fair play, là, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai dit, commence à vendre des cartes, comme tout le monde, puis le meilleur gagnera. Puis c'est bien possible que c'est toi qui vas gagner parce que tu as une meilleure réputation, puis tout ça. Mais finalement, il ne s'est jamais présenté. Il s'est présenté pour les conservateurs 1 année ou 2 plus tard. OK. Pas la même chose. Non, pas la même chose. Et finalement, au bout de la ligne, moi, j'ai eu mon assemblée d'investiture 2 jours après le déclenchement des élections. Tellement, c'est ça, je n'étais pas nécessairement le candidat pressenti ou voulu par... j'ai même eu Nicolas Gérard qui était descendu de Montréal pour venir me dire que j'étais pas assez bon dans le financement, puis comment je pouvais prétendre à vouloir me présenter comme candidat en étant si mauvais pour le financement. C'était un peu le message envoyé, là. Donc, l'entourage à Boisclair me voulait pas là, c'est sûr. Votre adversaire à votre élection en Abitibi-Est, c'était quand même Pierre Corbeil, ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement libéral. Comment avez-vous réussi à le défaire? En menant une bonne campagne, il y a des éléments où on dit que l'action d'un candidat va peut-être avoir une influence de 5 à 10 % de la proportion de vote.
Ben, je pense que j'ai montré que les attentes ne devaient pas être grandes devant un petit jeune de 24 ans indien en plus. T'sais. Fait que les gens ne devaient pas trop à s'entendre à grand-chose de moi, vu mon âge. J'ai pu montrer que j'avais quelque chose à dire, c'était cohérent. Mes préoccupations, bon, je les avais vraiment prises sur le terrain. Mon premier engagement le plus ferme, c'était de faire des assemblées publiques non partisanes, des assemblées populaires non partisanes dans les différentes communautés de ma circonscription. Donc, je l'ai fait même aussi en campagne. Ma tante Elisabeth, justement, qui a été députée après moi, puis qui a été ministre des Affaires autochtones, n'était pas trop convaincue avant de partir à son voyage à Cuba. Ben, en revenant, le monde klaxonnait. Elle se disait, ah ouais, là, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait de positif. On voyait qu'il y avait comme un certain vent dans la circonscription. Puis après ça, d'un point de vue plus méta, si on sort du macro, le vote de contestation s'est plus cristallisé en région à cette élection-là pour le PQ que pour la DQ. Parce que c'était l'époque où la DQ est rentrée fort, était devenue opposition officielle. Le gros vote de contestation à Québec, puis dans les banlieues, c'est fait pour la DQ. Puis dans les régions qu'on appelle périphériques, ça a été le PQ qui a eu le vote. Puis le fait aussi qu'il y a beaucoup de libéraux qui ont voté pour la DQ à ce moment-là m'a aidé. Fait que j'ai gagné mes élections par 700 voix à peu près. Ce qui a fait en sorte que à l'autre élection, après ça, en 2008, beaucoup de ces adéquistes-là qui avaient voté libéraux sont retournés chez libéraux. Et de mon côté, même si dans l'absolu, j'ai eu plus de votes, ben là, j'ai perdu par 505 voix. Est-ce que c'était un avantage, désavantage d'être autochtone ou est-ce que c'était comme neutre? C'est dur à analyser à ce moment-là, avec le pas de recul que j'avais. J'étais en plein milieu de la situation. Ouais. Donc, pour analyser quelque chose, il faut quand même essayer d'avoir un angle un petit peu externe. Mais je pourrais pas dire si ça a été un avantage. Vous l'avez pas senti, là? Ben oui, mais j'ai senti du racisme à certains moments, mais plus une fois que j'ai été élu, j'imagine que avant que je sois élu, beaucoup pensaient pas que j'allais pas me faire élire de toute manière. C'est plus suite à l'élection, mais ça serait dur à dire. Peut-être que ça a eu un avantage pour certaines personnes, mais j'ai pas fait augmenter de façon fulgurante le taux de votation dans les communautés. Si c'est un peu la question. Là. Merci, M. Wawanonoat. On en parlera. D'accord. À la prochaine. À la prochaine. Merci.